Oui, aujourd'hui, 1er mai, fête internationale des travailleurs et travailleuses. On peut dire que c'est peut-être pas tout le monde qui a le cœur à la fête, en fait. Alors que, encore une fois, des travailleurs et travailleuses se sont fait enlever leurs droits. Encore une fois, une grève fonctionne et le gouvernement s'en mêle pour prendre le bord des boss. Puis la raison pourquoi on a un événement aujourd'hui, pourquoi la RIPA syndicale, on a décidé d'organiser ça, c'est qu'on pense que ça peut plus durer. On peut pas laisser nos grèves continuer d'être défaites par des lois spéciales. Puis évidemment, le prétexte aujourd'hui, c'est la grève des débardeurs, mais c'est une lutte qui concerne l'ensemble de la classe ouvrière québécoise et canadienne. Puis j'imagine beaucoup de monde ici connaissent le contexte de la lutte. Ça fait 2 ans et demi que ça dure, 2 ans et demi que les patrons veulent rien savoir de négocier. L'enjeu principal pour les débardeurs, ben, c'est la conciliation travail-famille, des horaires pas possibles, travailler 19 jours sur 21. Je parlais à un débardeur qui me disait, il disait la seule raison pourquoi moi et ma conjointe, on s'obstine, c'est les horaires. Ça concorde pas du tout. Les boss sont pris dans les années 60, puis ils pensent qu'il y en a un qui travaille, l'autre est à la maison. Mais ça marche plus comme ça aujourd'hui. Puis le fil de l'histoire de cette négo-là, c'est que les patrons se croient tout permis. Cet été, on se rappelle, il y a eu des grèves partielles. Après ça, une grève illimitée. C'était toujours après une série de provocations des patrons. Il y a un recours à un moment donné à des briseurs de grève. Ils ont fait ce qu'ils appellent un lockout technique. Il y a des bateaux qui étaient détournés vers d'autres ports. Puis les patrons, au début du mois d'août, on voulait modifier à la baisse les salaires des débardeurs puis ceux qui travaillaient le soir, les hommes d'entretien qui travaillaient le soir, la nuit et les fins de semaine. Puis ça avait déclenché une grève illimitée des travailleurs. Fait que le fil de l'histoire, c'est tout le long, c'est les patrons qui forcent les travailleurs à faire la grève, qui continuent de provoquer sans arrêt le syndicat. Puis bon, il y a eu 11 jours de grève illimitée cet été. Ça s'est terminé avec la trêve, comme on s'en rappelle. Et la trêve a pas donné de résultat au final. Au bout de la trêve, le 21 mars, il y avait toujours rien. Les boss avaient pas bougé d'un pouce. Puis ils ont continué de se moquer complètement du processus de négociation, de provoquer les travailleurs. Le 12 avril, ça a été l'Association des employeurs maritimes a suspendu le régime de sécurité d'emploi. Le 23 avril, c'était une autre claque d'en face. L'AEM a modifié les horaires de travail pour augmenter les heures travaillées, mettre en place les horaires à quart qui compliquent encore plus la conciliation travail-famille. Donc vraiment, juste une claque au visage, puis ça a forcé le syndicat à rentrer en grève illimitée. Puis Justin Trudeau, notre bon ami, s'est pas fait prier pour répondre. Une loi spéciale qu'il a annoncée la veille de la grève, une loi qui, encore une fois, élimine le droit de grève. Puis c'est d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'AEM, les compagnies maritimes, négocient pas. Ils savaient qu'ils avaient juste à attendre, forcer les débardeurs, les peinturer d'un coin, puis après ça, pleurnicher comme des bébés pour une loi spéciale. Mais on peut pas s'attendre à de la négo de bonne foi avec ce monde-là. Puis Trudeau, c'est pas sa première fois d'ailleurs. Il avait fait le même coup au postier en 2018. Puis les libéraux, vraiment, c'est nos hypocrites de service. Hein. C'est Trudeau, depuis 2015, dit que c'est un progressiste, il est du bord des travailleurs. Mais dans des moments comme ça, on voit ils sont où les vrais intérêts des libéraux. Trudeau agit pareil comme Stephen Harper avant lui. Puis les libéraux ont toujours agi comme ça. Les conservateurs, les libéraux, pour le show, ils s'opposent l'un à l'autre. Mais quand vient le temps d'écraser les travailleurs, ben là, c'est des chummés, des bons chums. Mais Trudeau, il n'a pas fait ça tout seul. Il a été appuyé par les conservateurs, mais il se l'est fait demander par François Legault. François Legault qui a donné un petit coup de fil. Veux-tu venir écraser nos travailleurs? Legault, le grand nationaliste, grand défenseur des Québécois, qui prie le fédéral d'écraser des travailleurs de chez nous. Et là aussi, on voit que les nationalistes, les fédéralistes, ben ils sont du même bord quand vient le temps. Ils sont unis quand vient le temps d'enlever les droits aux travailleurs. Puis les boss ont aussi pu compter sur leur chum des médias. Ça, c'est quelque chose qui était absolument incroyable dans les dernières semaines. Moi, j'ai fait un bac en communication, puis on apprenait toutes sortes de théories sur comment les médias ne sont pas neutres. Mais sérieusement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On a juste à regarder la grève pour voir comment les médias sont pas neutres pour 2 scènes.
Pendant des semaines avant que la trêve finisse, c'était un article après l'autre. Oh, les manufacturiers sont inquiets, les industriels sont inquiets. C'est le Globe and Mail, le Journal de Québec, les affaires, la presse, you name it. Ma meilleure citation, c'était Véronique Proulx, PDG des manufacturiers exportateurs du Québec. Elle a dit, cité dans Le Devoir, les manufacturiers ne sont pas à la table des négociations, mais on est ceux qui ont le plus à perdre. Si on devait se retrouver en situation de grève, c'est sûr qu'on demanderait au gouvernement fédéral d'intervenir avec une loi spéciale. Donc, on a ici une PDG dans sa maison de riche à faire de l'argent comme de l'eau qui dit que c'est elle qui a le plus à perdre dans la grève. J'aimerais bien ça voir ce monde-là travailler 19 jours sur 21 au port, puis on verrait s'il dirait encore que c'est eux qui ont le plus à perdre. Puis il y a l'AEM qui a acheté de la pub dans le journal La Presse pour propager ses menteries. Puis toutes les entrevues avec Michel Murray, c'était incroyable pour vrai. C'était comme s'il s'était parlé. Toutes les mêmes questions. Paul Arcand, Bernard Drinville, TVA. Ça commençait tout. Ah oui, mais tu sais, 120 000 par année, de quoi vous vous plaignez? Tu sais, toujours les mêmes questions. À montrer les débardeurs comme des bébés gâtés. Puis le meilleur exemple, pour moi, le trophée revient à TVA, qui a fait un article de la dissidence parmi les débardeurs, point d'interrogation. Puis là, il y avait des sources anonymes qui disaient que les débardeurs, ils pensaient que les débardeurs faisaient assez d'argent, tu sais. Bon, mais si on veut jouer à ce jeu-là, moi, j'ai parlé à des sources anonymes qui me disent que TVA, c'est un torchon au service des boss. Je ne sais pas s'ils vont publier mon article, mais en tout cas, moi, mes sources anonymes me disent autre chose. Puis on a beau expliquer aux journalistes que l'enjeu, c'est pas les salaires, mais il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Puis c'est bizarre, j'ai pas vu un média dans les dernières semaines se plaindre du fait que les compagnies maritimes font des profits records. C'est juste quand les travailleurs font de l'argent que ça devient un problème. Mais c'est intéressant parce que le fait que 1000 travailleurs peuvent provoquer une telle panique chez les patrons puis les médias, mais ça montre une chose, ça montre la puissance de la classe ouvrière organisée. Il n'y a pas une ampoule qui brille, il n'y a pas un cargo qui bouge sans la permission de la classe ouvrière. C'est les travailleurs qui font runner la société, puis pas les riches comme Martin Tessier qui méprisent les travailleurs. Mais pour revenir au sujet des lois spéciales, je commençais à m'éloigner un peu. Je l'ai déjà mentionné, c'est pas nouveau en fait, les lois spéciales. Les débardeurs sont pas les premiers. Les postiers l'ont subi en novembre 2018. Je vois une main levée. En passant, on va avoir une période de questions-discussions après la présentation. Fait que, juste pour que le monde le sache. Donc, c'est ça. Les postiers ont subi une loi spéciale en 2018. Il y avait une grève rotative du syndicat des postiers. Ils se sont fait mettre une loi spéciale sur le dos par le même Trudeau. Puis vraiment, je pense on réalise que au Québec et au Canada, le droit de grève, il existe juste sur papier. On n'a pas le droit de grève pour vrai parce qu'à chaque fois qu'une grève fonctionne, le fédéral ou le provincial sort une loi spéciale. Un peu comme si tu jouais au hockey. À chaque fois que tu rentres en zone adverse, l'arbitre siffle. Tout le temps. Tu peux pas faire un but si c'est de même si l'arbitre n'est pas de ton bord. Tu sais. Puis les lois spéciales, c'est ça. L'arbitre, c'est l'État, c'est le gouvernement. Puis ils sont pas neutres. Ils sont du bord des patrons. Avez-vous déjà vu une loi spéciale contre un lockout? Est-ce qu'il y a eu une loi spéciale contre le fait que l'AEM a changé les horaires des débardeurs? Y a-t-il une loi spéciale contre le lockout à Abbaye-Bécancour en 2018? Il n'y a pas de loi spéciale contre les lockouts, mais il y a toujours des lois spéciales contre notre droit de faire la grève. Puis ça, c'est parce que ces gouvernements-là, ils sont ultimement du bord des patrons. Puis la lutte actuelle des débardeurs, c'est ça. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une lutte pour les conditions de travail. C'est devenu une lutte pour le droit de grève, une lutte pour toute la classe ouvrière. Puis ça concerne l'ensemble du mouvement syndical. Il y a les négos qui s'en viennent en construction. Ils n'ont plus de convention collective depuis hier. Les infirmières sont encore en lutte. Les travailleurs de la santé sont en négo. Puis ils vont être les prochains à y passer. C'est pour ça qu'on tient l'événement ce soir, de discuter de comment le mouvement syndical, dans son ensemble, peut vaincre les lois spéciales, faire que nos grèves soient plus cassées par des lois injustes. Les lois spéciales, ça date d'il y a longtemps. La première loi spéciale, c'était justement le Parti libéral. C'était dans les années 50. C'était contre les travailleurs du rail. Puis ils avaient dit, oh non, ça va être juste une exception. On voit ce qui est arrivé avec ça. Ça a été utilisé 34 fois par le gouvernement fédéral depuis les années 50. Je pense que c'est la 35e avec les débardeurs.
Au Québec, au niveau provincial, ça a commencé dans les années 60. Il y a eu le Code du travail qui a été voté en 64, qui encadrait le droit de grève, étendait aussi le droit de grève. Mais d'un côté, ça étendait le droit de grève. Mais après ça, la contrepartie, c'est que tu avais toujours des lois spéciales pour faire entrer les travailleurs quand ça leur tentait. Au provincial, il y a eu 42 lois spéciales depuis les années 60. Il y en a eu contre les débardeurs aussi en 72, puis en 75 aussi. En 83, il y a eu les employés de la STM, il y a eu les profs. En 2005, il y a eu l'ensemble du secteur public au Québec. En 2013, en 2017, ça a été le secteur de la construction. En 2013, c'était le Parti québécois. En 2017, c'était le Parti libéral. Puis vraiment, les lois spéciales sont devenues un cancer dans le mouvement syndical. Puis la question qui se pose, ben, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ces lois-là? Comment on peut défendre notre droit de grève? C'est ça la question qui se pose. Puis si on regarde ce qui est fait dans la plupart des cas ces dernières années, ces dernières décennies, ben on va voir l'ensemble du mouvement syndical dénoncer ces lois-là. Les lois vont être contestées en cours, on porte plainte. D'ailleurs, le SCFP 375 a déposé une plainte à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. On va contester. Mais sur le coup, ce qui arrive la plupart du temps dans les dernières luttes, c'est que la direction des syndicats en lutte appelle à respecter la loi, à rentrer au travail. C'est ça qui est arrivé en construction en 2013, en 2017, avec les POSSI en 2018. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que sur le coup, ben, le momentum est perdu. Puis les patrons ont à court terme ce qu'ils veulent. Puis par la suite, le processus de médiation, les arbitres, mais sont dans la poche des boss et des gouvernements. Puis plus tard, des années plus tard, les lois sont déclarées inconstitutionnelles, mais entre-temps, le mal est fait. Un exemple de ça, c'est les postiers, justement. En 2011, il y avait une loi spéciale sous Stephen Harper. Puis c'est une loi très, très semblable. J'ai checké, là. Les mêmes amendes. C'était une loi très semblable à celle contre les débardeurs. Puis en 2016, un juge de l'Ontario avait déclaré que la loi spéciale violait le droit d'association. Puis la loi avait été annulée de manière rétroactive. Mais le problème, c'est que rendu là, il est trop tard. La grève, elle est déjà cassée. Puis même si la loi est inconstitutionnelle des années plus tard, ben, elle a déjà eu son impact. Et je pense qu'on est devant un problème similaire aujourd'hui. Les libéraux Trudeau, ils savent que leur loi, elle est pas constitutionnelle. Puis il y a souvent cet argument-là que j'ai vu dans la gauche du mouvement syndical, c'est l'idée que il y a eu l'arrêt Saskatchewan en 2015 qui dit que les gouvernements peuvent pas brimer le droit de grève. C'est un droit constitutionnel, sans quoi la négociation perd son sens. Donc, c'est ça l'arrêt Saskatchewan de 2015. Mais on voit que si en font les libéraux Trudeau, l'arrêt Saskatchewan, ils s'en sacent complètement. Ils ont même pas considéré ça. Puis les lois spéciales, c'est ça, ça contourne les lois qui existent. Ça permet de priver les travailleurs de leur droit démocratique de faire la grève. Et moi, j'ai pas de doute personnellement que la contestation de la loi, elle va marcher. Mais le problème, c'est que tout de suite, la loi, elle fait mal. Puis ça fait que les patrons savent qu'ils n'ont pas besoin de vraiment négocier. Ils ont juste à attendre, aller pleurer un peu, aller faire des téléphones. Puis quand la grève a un impact, ben ils amènent une loi spéciale. Puis nous, c'est ça, elle n'arrive pas syndicale, mais on pense que ça fait trop longtemps que le mouvement syndical se soumet aux lois des boss et de leur gouvernement. Puis on pense que, généralement parlant, jusqu'à ce qu'un syndicat défie les lois spéciales pour défendre le droit de grève, ben vont être continués d'être utilisés comme routine dans le mouvement. Donc les syndicats se sont tous opposés à la loi spéciale, on l'a tous dénoncé, mais il faut plus que ça, selon moi. Tôt ou tard, un syndicat ou un autre doit refuser de se soumettre à ces lois antidémocratiques-là, puis défendre le droit de grève en défiant les lois spéciales. Puis nous, justement, à la Riposte, on a organisé le groupe Facebook de solidarité. Vous avez peut-être vu sur Facebook. Moi, je suis extrêmement content de voir ça. Presque 2000 personnes qui soutiennent les débardeurs dans cette lutte-là. Moi, je pense qu'on a énormément d'appui. Puis tout le monde veut que les débardeurs gagnent. Et je pense on aurait eu une occasion ici d'envoyer un message au gouvernement et aux patrons
vous n'allez pas nous casser avec votre loi spéciale. Puis, il y a différentes opinions dans le mouvement. Mais moi, j'ai parlé à plusieurs débardeurs qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à défier si le call était donné. Puis, je pense que c'est ça, la perspective qu'on a besoin dans l'ensemble du mouvement syndical québécois. Puis, bon, la loi a été adoptée au Sénat hier. J'ai écouté la séance un peu pendant la journée. Je trouve que c'était vraiment quelque chose de voir des gens de même, des sénateurs non élus qui disaient « Ah oui, mais la majorité de la population veut que la grève prenne fin. » Des sénateurs non élus ont aucun droit de parler de ce que la majorité pense. Mais la loi, elle est passée. Puis, ça a été annoncé par l'exécutif du syndicat un matin que le retour au travail serait demain matin. Puis, je veux dire ce que j'ai déjà dit. On est entièrement derrière les débardeurs, derrière le syndicat. On veut la victoire de cette lutte-là. On va toujours être aux côtés des débardeurs dans cette lutte-là. Mais je dois dire que, personnellement, on pense que c'est une erreur de revenir au travail devant la loi injuste des libéraux. Puis que la victoire passerait par défier cette loi-là. Il y a différents arguments dans le mouvement qui sont amenés sur la question de défier ou non. J'ai entendu du monde dire « Ah, les débardeurs peuvent pas le faire tout seuls. » Je suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'on peut douter que les débardeurs seraient laissés tout seuls là-dedans? Moi, je suis sûr, il y a des... J'avais parlé du groupe Facebook, il y a 2000 personnes dedans, il y a des milliers de personnes qui ont apporté leur solidarité aux débardeurs, des gens jusqu'aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Puis imaginez la scène. Aujourd'hui, on est le 1er mai. On aurait pu avoir des milliers de personnes dans le port pour appuyer les débardeurs. Pendant la grève des postiers de 2018, il y avait eu des piquets communautaires. Des gens qui n'étaient pas des postiers, qui venaient sur les piquets, piqueter en solidarité. C'est quelque chose qui, je suis sûr, aurait été extrêmement populaire pour appuyer les débardeurs. Pour moi, c'est clair que les débardeurs seraient pas tout seuls dans cette lutte-là. Ils peuvent pas, ultimement, la police peut pas donner d'étiquette à des milliers de personnes dans le port qui bloqueraient pour soutenir les débardeurs. Puis justement, une autre question, c'est la question des amendes. Les libéraux de Justin Trudeau, ils sont pas fous. Hein, ils voulaient rendre la punition assez grosse pour dissuader le monde de défier la loi. Ils ont mis des grosses amendes dans la loi spéciale. Mais ici aussi, je pense qu'il y aurait eu un immense appui financier des syndicats et des travailleurs en général pour aider à faire face à ça. Les syndicats québécois sont extrêmement puissants. Il y a 40% des travailleurs québécois qui sont syndiqués. On a d'immenses ressources dans nos syndicats qui auraient pu aider avec ça. Par exemple, en 2018, le SCFP lui-même avait offert aux postiers un prêt d'1 million de dollars pour financer la lutte contre la loi spéciale. Ce genre de solidarité financière-là, c'est quelque chose qui aurait pu être possible, qui serait possible. Je suis sûr qu'une grande campagne de financement aurait aidé à financer la lutte contre les amendes. Puis je pense aussi que les centrales syndicales devraient dire ça. Il y a beaucoup de centrales qui sont sorties publiquement en appui au SCFP 375. Mais pour moi, les centrales auraient pu aller plus loin et dire, si vous défiez, on est derrière vous, on a votre bac avec des moyens financiers. Le dire ouvertement. Et donc, je pense que ça aurait été entièrement possible. Puis aussi, si la loi est déclarée anticonstitutionnelle, les amendes, un jour, elles seraient annulées si la loi est anticonstitutionnelle. Moi, je pense que Martin Tessier et sa gang n'ont pas fini de provoquer les travailleurs. Puis je pense qu'il faut qu'on pense que la direction syndicale devrait préparer un plan pour défier la loi antidémocratique de Trudeau, impliquer les membres là-dedans. On peut expliquer que c'est les boss, c'est le gouvernement qui agit de manière illégale avec sa loi. Expliquer que c'est eux qui violent la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pas les travailleurs en résistant à cette loi-là qui sont illégales. Puis les infirmières, les enseignants, les travailleurs de la construction, il y en a plein qui se reconnaîtraient dans la lutte des débardeurs. Tout ce monde-là a déjà fait face à des menaces de loi spéciale. Je suis sûr qu'un mouvement de la sorte trouverait plein d'échos positifs chez d'autres travailleurs. Mais je pense que c'est ça que le mouvement syndical a besoin. Puis il faut apprendre les leçons de la lutte des débardeurs, la lutte des postiers. Par exemple, comme j'ai dit, les travailleurs de la construction. Je vois beaucoup de travailleurs de la construction sur Facebook, ils parlent qu'il y a une possibilité de loi spéciale contre eux dans les prochains mois. Puis comme j'ai déjà dit, les boss vont l'avoir facile, vont continuer de nous manger la laine sur le dos jusqu'à ce qu'on dise « ça suffit, on ne soumet plus à vos lois spéciales ».
Puis le mouvement ouvrier québécois a une riche tradition de lutte. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner dans le mouvement. Les débardeurs eux-mêmes, sur le site du SCFP 375, ça dit le SCFP, c'est un des pionniers de la lutte des classes au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Puis c'est vrai, les débardeurs, en 1903, ont fait une grève de 3 semaines pour la reconnaissance syndicale. Ils ont fait face à la police, à l'armée, qui ont gagné la reconnaissance syndicale en 1903 et des hausses de salaire. Entre 1960 et 75, il y a eu 13 grèves dans le port de Montréal, dont des grèves illégales qui respectaient pas les lois antidémocratiques. Il y a eu une grève en 72 qui a duré 52 jours, une grève illégale dans le port de Montréal, qui a amené des gains importants. Et tous nos gains du mouvement syndical viennent des luttes combatives du passé. Puis les débardeurs, les postiers ou autres ont fait des gains dans les années 60-70 en montrant qu'ils n'allaient pas se soumettre aux règles des patrons. Puis nous, à la riposte syndicale, mais on pense qu'il faut faire revivre cette tradition révolutionnaire du mouvement ouvrier québécois. Puis le mouvement ouvrier québécois, canadien, serait pas où il est aujourd'hui si on n'avait pas défié les lois injustes par le passé. Au 19e siècle, tous les syndicats étaient illégaux au Canada. Puis les syndiqués, les travailleurs se faisaient arrêter pour avoir, et je cite, pris part à un complot pour obtenir l'augmentation des salaires. C'était vu comme un complot de s'associer pour des meilleurs salaires. Puis c'est en 1872 que les syndicats ont été légalisés. Avant les années 60, il y a eu toutes sortes de grèves illégales, la grève d'Asbestos, la grève de Murdochville, des grèves comme ça qui ont pavé la voie pour les luttes des années 60 et 70. Dans le secteur public aussi, il y a eu une grève d'infirmières en 63, grève illégale de 30 jours. Il y a eu les hôpitaux en 64. 1965, le syndicat des postiers est né dans une grève illégale pour faire reconnaître le syndicat des postiers. En 1978, il y a eu les postiers ont subi une loi spéciale, puis le dirigeant syndical à l'époque, Jean-Claude Parrot, a refusé de se soumettre. Puis ça a pavé la voie pour la grève suivante de 1981, où là, le gouvernement n'a pas osé mettre une loi spéciale parce qu'ils avaient peur que les postiers défient la loi. Puis c'est en 81 que les postiers, ils ont obtenu les congés de maternité. Ça a été le premier syndicat au Canada à obtenir les congés de maternité. Puis ça, c'est parce qu'ils ont montré au boss, on n'est pas prêt à soumettre à vos règles. C'est ça qui a mené à des gains. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait nommer. En 74, il y a une grève de ce qui était l'équivalent de la STM à l'époque, Transport de Montréal. Une grève illégale de 44 jours. Il y a eu des injonctions, les travailleurs ont résisté, puis ils ont gagné. Dans les années 2000, c'est plus proche de nous, en Colombie-Britannique, il y a une série de grèves où il y a eu des décrets, des injonctions, des lois spéciales, puis ils ont été défiés par les syndicats. Puis il y a eu, notamment dans le secteur de l'enseignement, une leader syndicale du BC qui est dans une lutte, justement, a voté un vote de grève illégale contre le gouvernement libéral. Puis elle a dit, il y a une différence entre briser la loi et défier une loi qui a été écrite pour vous briser. Je pense que c'est ça l'esprit qu'on a besoin dans le mouvement syndical aujourd'hui. Puis donc, toutes ces luttes-là, ben c'est ça qui nous ont rendus où on est aujourd'hui. Puis je pense qu'au Québec, au Canada, on a besoin de faire revivre cette lutte, ces luttes-là du passé. Il y a la citation célèbre de Michel Chartrand, que j'aime beaucoup, qui disait « Le mouvement syndical est né dans l'illégalité, il a grandi dans l'illégalité, puis il va devoir continuer de vivre en marge de la légalité qui favorise une minorité au détriment d'une majorité. » C'est l'esprit de ces mots-là. On doit faire revivre ça dans le mouvement syndical. Puis c'est ce qu'on a vu, c'est ça depuis 2 ans et demi, le comportement complètement méprisant des compagnies maritimes envers les débardeurs. C'était complètement dégueulasse ce qu'on a vu depuis 2 ans et demi. C'est pas nécessairement parce que Martin Tessier, c'est une mauvaise personne. Je me suis fait dire que oui, c'est pas une bonne personne. Mais mon point, c'est que ça dépend pas tant des individus. Parce que c'est sous notre système économique, le système capitaliste, ce qui compte, c'est faire du cash. C'est ça qu'ils veulent, les patrons. Puis il y a une logique aussi au fait que l'AEM, ça a été dit plusieurs fois par le syndicat avec raison, ils ont dépensé plus en avocats pour essayer de retirer le droit de grève des débardeurs, les faire considérer comme des services essentiels, qu'ils en ont mis à essayer d'en arriver à une entente. Mais il y a une logique à ça aussi. Ils veulent pas faire des concessions aux travailleurs qui pourraient inspirer d'autres travailleurs à en demander plus. C'est pour ça qu'ils jouent la ligne dure de même.
Puis on le voit aussi avec la COVID-19, ben il y a une crise économique qui a commencé. Puis avec la crise, ben ça va pousser les patrons à être plus agressifs, à en demander plus aux travailleurs, puis à nous manger de la laine sur le dos pour faire des profits. Puis ça veut dire que les boss vont continuer d'essayer de faire descendre nos conditions de travail, nos salaires, pour faire plus de profits, faire plus de cash. Puis tout ça avec l'appui de leur gouvernement. Puis je pense que c'est tout de suite qu'il faut se préparer à cette perspective-là de d'autres luttes de ce genre-là contre les patrons. Puis la lutte des débardeurs, ben ça s'inscrit dans ce contexte plus large-là. Et puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en discuter les leçons. Puis on vit dans une période où ce système-là dans lequel on vit, le capitalisme ou les profits privés, c'est ça qui prime, ben c'est un système qui est en crise. Puis il y a une montée des inégalités, des conditions de travail de plus en plus difficiles. Puis au Canada, les inégalités ont jamais été aussi élevées. Il y a 47 milliardaires au Canada qui ont fait 78 milliards pendant la pandémie. Imaginez ça. Ça va continuer d'empirer, comment les milliardaires s'en mettent plein les poches pendant que nous, on se bat pour pas travailler 19 jours sur 21. Puis les travailleurs au Canada, au Québec, sont forcés d'accepter des réductions de leurs conditions de vie au nom des profits. Et on est forcé de riposter contre ça, d'entrer en grève juste pour pas reculer, pour défendre nos acquis. Et je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante à dire, c'est il y a personne qui fait la grève par plaisir. Tu sais. Il y a personne qui a l'intention de négocier puis se faire rire d'en face pendant 2 ans. Il y a personne qui aime ça sacrifier des jours de paye, se mettre à des risques d'amende ou des risques de congédiement. La grève, c'est pas quelque chose de facile. C'est un mal nécessaire, si on veut, pour conserver les acquis qu'on a sous le système. Puis on est même rendu à simplement défendre le droit de faire la grève. Mais puis donc, ces luttes-là sont nécessaires sous le capitalisme pour empêcher les patrons de juste nous passer dessus. Mais ultimement, je pense qu'on devrait avoir la perspective de lutter pas juste pour une société où les travailleurs sont sur la défensive, à essayer de garder la tête hors de l'eau. Non, il faut aussi se battre, pas juste contre quelque chose, contre les gouvernements, contre les patrons, mais pour quelque chose. Puis nous, à la riposte syndicale, ben, on lutte pour une société où, ultimement, on n'aurait plus besoin de faire la grève, où les travailleurs seraient en contrôle de la société. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que le système dans lequel on vit fonctionne pas, puis qu'il faut se battre pour une autre société, une société où c'est pas une poignée d'actionnaires, de compagnies qui prennent toutes les décisions. Une société où c'est les travailleurs qui contrôlent l'économie puis les entreprises, puis où on aurait pu à soumettre à des boss qui nous méprisent. Puis les grandes entreprises, les banques, selon la riposte, on devrait placer ça sous le contrôle démocratique des travailleurs, nationaliser ces entreprises-là pour arrêter que l'économie soit soumise aux besoins de profit d'une petite minorité. Donc, c'est ça, c'est pourquoi on lutte à la riposte syndicale. C'est pour ça qu'on se bat dans le mouvement ouvrier, de planifier l'économie pour aller vers une économie socialiste qui pense aux besoins des gens avant les profits. Puis, je l'ai déjà dit une couple de fois, je me répète, mais la classe ouvrière québécoise, les débardeurs, la construction, les profs, les infirmières, on a une riche tradition de lutte puis qu'il faut faire revivre dans le mouvement. Puis cette lutte-là des débardeurs, la lutte pour le droit de grève en général, elle n'est pas finie. Il y a d'autres grèves qui vont venir, puis il faut se préparer à un jour ou l'autre, mais défier les lois injustes qui s'en viennent. Puis ça concerne tout le mouvement ouvrier, tout le mouvement syndical. Puis je voulais juste finir avec une citation qui date des années 80 quand les profs luttaient contre le Parti québécois qui avait imposé 2 lois spéciales pour empêcher la grève, puis la grève avait eu lieu quand même. Il avait dit, c'est ici, je trouve ça vraiment intéressant, il dit « La responsabilité du mouvement syndical en pareille circonstance, c'est d'assurer le risque d'une bataille où nous aurons fait sauter les lois cadenas, où nous aurons sauvegardé nos droits collectifs, nos conditions de travail et d'emploi. C'est de prendre en compte les intérêts et les besoins réels de centaines de milliers de sans-travail, d'assistés sociaux, des millions d'usagers des services publics. C'est de s'opposer à l'autoritarisme et à la fatalité. » Ça, c'est une citation de Yves Charbonneau, qui était le leader de la centrale de l'enseignement du Québec. Donc, c'est pas une fatalité que notre droit de grève puis nos droits soient enlevés. C'est pas une fatalité que les boss gagnent. On peut transformer le mouvement syndical. Fait que si vous êtes d'accord avec la perspective que j'ai présentée,
mais je vous invite à rejoindre la riposte syndicale dans cette lutte-là, de mettre fin aux lois spéciales, de se préparer à défier ces lois-là, défendre le droit de grève, puis transformer notre mouvement syndical une fois pour toutes. Fait que, j'espère qu'on va avoir une bonne discussion. J'ai hâte d'entendre les différentes opinions, mais je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation extrêmement intéressante. Donc, avant de passer à la discussion, je voulais juste prendre 2 minutes pour vous parler de notre journal, La Riposte socialiste, que j'ai pas une édition en main, malheureusement, mais c'est un journal qu'on produit mensuellement où on présente une perspective de lutte de classe sur divers enjeux d'actualité. Comme par exemple, dans le numéro le plus récent, on a des articles sur la pandémie de violence conjugale, la troisième vague de la COVID. Je vois Gabriel qui a le journal. Donc, on a aussi un article dans cette édition-là qui porte sur le projet de loi 59. Donc, vous pouvez encourager notre presse avec un abonnement en vous abonnant. Donc, le lien sera partagé dans le chat du Zoom. Donc là, on va commencer avec la période de discussion. Donc, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Lever la main ». Donc, dans le bas de votre écran, il y a un menu avec l'option « Réaction ». Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'il y a comme un bouton « Lever la main ». Puis, on va vous démuter pour que vous puissiez intervenir. Donc, voilà. La première personne que j'ai, c'est Guy Lévesque, qui avait levé la main plus tôt durant le lead-off. Donc, je vais te... j'arrive pas à le unmute. Sinon, s'il y a d'autres personnes, allez-y, vous pouvez lever la main. J'ai personne d'autre sur la liste. Tu peux y aller, Marc-Antoine. Oui, vous m'entendez? Oui. Merci. Dans le fond, moi, je suis Marc-Antoine Legault. Je suis syndiqué avec Uniforce 114M. Puis je suis membre de la riposte syndicale aussi. Un des trucs qui revient souvent, tu sais, quand je parle de syndicalistes, de grève avec mes collègues, évidemment, nous autres, on est dans un domaine extrêmement précaire. Tout le monde qui est, je pense, dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'industrie de la production médiatique, nous autres, on est en post-production, donc c'est pas sur les plateaux de tournage, c'est par la suite. C'est très bien qu'il y a un risque que ces jobs-là soient envoyés dans d'autres pays parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. Puis, toute l'industrie du divertissement en général se sent comme ça, même s'il y a des syndicats qui sont actifs. Par exemple, tu sais, je pense au syndicat IATSE qui est syndiqué avec la CSN. Je pense à Actis, mais qui ont récemment fusionné. C'est les gens dans ces industries-là savent que c'est des emplois qui sont extrêmement à risque. Pendant la pandémie, on était les premiers à perdre nos emplois parce que bon, il y avait plus de spectacles. Puis évidemment, on va être les derniers à retourner. Puis je pense que c'est pour ça que une grève des débardeurs qui vont contre la loi spéciale, ça leur a donné tellement un gros coup inspirant dans le mouvement syndical québécois. Parce que le débardage, disons, tu sais, comme l'action d'enlever les conteneurs du bateau, pour ceux qui savent pas c'est quoi, puis de les mettre sur les trains qui envoient les marchandises à différents endroits au Canada, mais c'est pas quelque chose qui peut vraiment être fait ailleurs. Évidemment, ils peuvent envoyer les navires là au port d'Halifax, mais le coût de mettre ces containers-là sur des camions ou sur des trains pour les acheminer dans le reste du Canada est extrêmement plus grand. Fait que les débardeurs avaient vraiment, l'ont encore d'ailleurs. Je veux pas dire que c'est cause perdue. Le syndicat pourrait se retourner, mais ils ont encore la possibilité de mettre un frein sur l'économie parce qu'ils l'ont par la gorge. Puis c'est un peu comme ça dans plusieurs domaines syndicaux où est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment des travailleurs qui sont plus précaires que d'autres, mais comme Julien l'expliquait, là, puis je suis complètement d'accord avec ça, c'est vraiment l'unité qui va faire que les plus précaires puis les moins précaires vont être capables de se tenir ensemble puis tous d'avoir des gains. Puis c'est vraiment en s'assurant qu'il y a une solidarité qui est créée au niveau du mouvement syndical, puis que quand il y a quelqu'un qui défie un syndicat, disons, qui défie une loi spéciale, qu'on s'assure que les autres embrayent le pas, c'est comme ça qu'on s'assure qu'on est tous capables de faire des gains. Puis je pense que je parle à mes collègues qui sont pas nécessairement des gens super politisés, puis d'autres personnes en général dans la société, il n'y a pas un manque de combativité.
il n'y a pas un manque de désir d'aller genre en mettre un au gouvernement. Puis ça fait longtemps là qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire genre they have it coming, tu sais, ça fait longtemps qu'ils voudraient faire ça, mais il y a personne qu'on dirait qui prend l'initiative. Donc c'est ça, comme Julien disait, tu sais, tôt ou tard, il va falloir que quelqu'un le fasse. Puis plus que ce secteur-là va être, disons, essentiel ou comme impossible de délocaliser, mieux ça va être plus ça va enraciner le mouvement, dans le fond, c'est ce que j'essaie de dire. Puis nous autres, à la riposte socialiste, ben, c'est exactement ça qu'on essaie de créer. Donc, c'est ça, si vous voulez en savoir plus, ben, je vous encourage à rester après l'événement. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc, après ça, j'ai Alex Grant qui va intervenir en anglais, mais nous allons avoir un traducteur, Simon. Thanks, Atefa. First of all, I'd like to give revolutionary, comradely, May Day greetings from Toronto. Merci, Atefa. D'abord, je voulais envoyer mes salutations révolutionnaires en toute camaraderie pour le 1er mai depuis Toronto. Julian asked me to speak to give my experience from defying back-to-work legislation back in 2003. Julien m'a demandé de donner de parler parce que j'ai participé à défier une loi spéciale en 2003. 20 years ago, I was the president of QP Local 2278. Il y a à peu près 20 ans, j'étais le président du local du QP, CUPE 2227. What was the number? 2278. OK, 2278. And we represented about 1,800 teaching assistants at the University of British Columbia in Vancouver. Et le syndicat représentait environ 1800 professeurs et assistants d'enseignement à l'Université de la Colombie-Britannique à Victoria. Now, back then, a new right-wing government was elected, the BC Liberal government of Gordon Campbell. Et à l'époque, un gouvernement de droite avait été élu dans la province. C'était le gouvernement libéral de Gordon Campbell. And they attacked the entire working class. Et ils se sont mis à attaquer toute la classe ouvrière. That any workers that went on strike, immediate back-to-work legislation. À chaque fois que des travailleurs entraient en grève, immédiatement, ils passaient une loi spéciale. In fact, what they did is they took workers who had signed contracts and then they tore them up and threw them away. En fait, ils s'attaquaient même à des travailleurs qui avaient des contrats signés. Ils déchiraient leurs contrats. They attacked students by increasing tuition fees by 68%. Ils se sont aussi attaqués aux étudiants en augmentant les frais de scolarité de 68%. So it was a generalized attack. Donc, c'était vraiment des attaques là, partout à gauche, à droite. And every time the workers were attacked, the union leaders would say, "This is terrible. This is anti-democratic, but it's the law. What can we do?" Et à chaque fois qu'il y avait des attaques envers les travailleurs, malheureusement, les dirigeants syndicaux disaient « Ah, c'est vraiment terrible, c'est contre la démocratie, mais c'est la loi, on ne peut pas rien faire. » But as teaching assistants, we were both workers and students, mostly graduate students, masters and PhDs. Mais en tant qu'assistant d'enseignement, on était à la fois des travailleurs et des étudiants, beaucoup d'étudiants au doctorat, par exemple. So we were being hit, with two fists. On the one side by the tuition hikes, on the other side against the workplace attacks. Donc, nous, on se faisait attaquer des deux côtés. D'un côté par la hausse des frais de scolarité, de l'autre par les attaques envers les conditions de travail. So we went on strike against the tuition hikes and the wage freeze. Donc, on est allé en grève contre le gel des salaires et la hausse des frais de scolarité. And we had a very energetic strike for sort of 3 weeks. I was on the TV and the radio pretty much every day. Et c'était une grève très dynamique. Pendant à peu près 3 semaines, j'étais à la télé, à la radio, presque tous les jours. And then something happened that surprised me personally. They legislated us. Et là, quelque chose s'est produit qui m'a pris par surprise, même moi personnellement. Ils ont fait une loi spéciale contre nous. Now, 20 years ago, or 18 years ago, back-to-work legislation wasn't used as often as it is today.
Parce qu'en fait, là, 20 ans ou 18 ans, il y avait moins de lois spéciales qu'il y en a aujourd'hui, en fait. You know, it was generally used, you know, in terms of nurses and, you know, if people who don't work, then people will die. Ils utilisaient presque uniquement, mettons, contre les infirmières ou d'autres travails essentiels qu'on dit que s'ils sont en grève, il y aurait des conséquences drastiques. But, you know, we're teaching assistants. Nobody's going to die if they don't get their French literature essay marked. Mais on se disait, nous, on est juste des assistants d'enseignement. Personne ne va mourir s'ils ne reçoivent pas leur correction sur leur travail de littérature française. But this angered all of the workers. Mais cette loi a frustré, mis tous les travailleurs en colère. And there's one small difference in this union. Et il y avait juste une petite différence dans ce syndicat. The leadership of QP 2278 were Marxists. C'est que la direction du syndicat CUPE 2278 était des marxistes. So, hell no, we're not going to have our rights violated. Donc, on a dit, non, on va pas se faire piler dessus. And what we did, we blockaded the entire university. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué complètement l'université. Like we put up cars stopping people coming in as a measure of safety for the picketers. En fait, on a mis nos voitures pour empêcher les gens de rentrer, ce qui était en fait une mesure de sécurité pour ceux qui piquetaient. And for 3 days, we amassed 5,000 people around the university campus. Et pendant 3 jours, on a ramassé 5000 personnes qui ont entouré le campus universitaire. So other unions and students, supportive students. C'était d'autres syndicats et aussi des étudiants qui nous supportaient. Now, QP British Columbia had been mobilizing against various anti-democratic actions by the government. Et la centrale syndicale, le SCFP de Colombie-Britannique, avait mobilisé contre différentes actions antidémocratiques du gouvernement. And they passed what was known as a solidarity vote. Et ils ont fait un vote de solidarité. And that was that if the democratic rights of any local was violated, the other locals would come out and support them. C'était l'idée que si les droits démocratiques de un des locaux étaient violés, alors tous les autres locaux allaient les supporter en solidarité. So after 3 days of a legal strike, we went to the Labour minister and basically threatened him with a province-wide public sector general strike. Donc, après 3 jours de grève illégale, on s'est rendu au bureau du ministre du Travail et on l'a essentiellement menacé d'une grève généralisée dans toute la province de tous les employés de la fonction publique. And personally, I didn't think they were going to blink. Et je pensais pas qu'ils allaient reculer. But the government actually blinked, and we got a significant compromise from them. Mais oui, en fait, ils ont reculé et ils nous ont offert un bon compromis. So it wasn't a complete victory, but we didn't get destroyed. Donc, c'était pas une victoire complète, mais on a réussi à éviter de se faire complètement détruire. I may add, the union had 0 fines. Et je voudrais ajouter qu'il n'y a aucune amende qui ont eu lieu envers le syndicat. And also, yeah, and 0 arrests or anything like that. Aucune arrestation, rien du genre. At the time, I wasn't a Canadian citizen. You may hear my accent. À l'époque, j'étais pas encore un citoyen canadien. Vous pouvez entendre l'accent d'Alex. And at a union meeting, when we were talking about defying, one of the workers said to me, sort of like, "Well, Alex, you're not a Canadian citizen. Couldn't you get deported?" Quand on parlait qu'on allait défier la loi spéciale, un de mes camarades dans le syndicat a dit « Mais Alex, t'es pas un citoyen canadien, t'as pas peur de te faire déporter? » And I said, "Well, I guess." J'ai dit « Ouais, mais peut-être. » But let them try it. They'll make us into martyrs. Mais ils peuvent bien essayer, puis ils vont faire des martyrs de nous. And you think there's 5,000 people out blockading, there'll be tens, hundreds of thousands of people out. Et s'il y avait 5000 personnes qui participaient au blocage à ce moment-là, ben après une telle attaque, il y en aurait eu 10 000 et encore plus. Anyway,
because they didn't dare crack down upon us because they would have just been pouring gasoline on the fire. La clé, c'est qu'ils n'ont pas osé nous réprimer parce que ça aurait été de mettre de l'huile sur le feu. Anyway, teaching assistants, not that important. Puis bon, les assistants d'enseignement, peut-être pas le plus important. Not as important as dock workers. Pas aussi important que des débardeurs. But we showed it could be done. Mais on a montré que c'était possible. And that was in March of 2003. Et ça, c'était en mars 2003. Well, November of 2003, the ferry workers went on strike and were legislated back. Et en novembre 2003, les travailleurs du traversier ont fait une grève et eux aussi ont subi une loi spéciale. And the ferry workers are very important. They're the highway from Vancouver to Victoria. Et les travailleurs du traversier sont très importants parce qu'ils connectent Victoria à Vancouver, en fait. They were legislated back and they defied. Ils ont aussi eu une loi spéciale et ils l'ont défiée. Using UBC as an example. Et ils ont utilisé l'exemple du campus de l'Université de la Colombie-Britannique. And then May Day in 2004, the hospital workers went out. Et le 1er mai en 2004, c'est les travailleurs... which workers, Alex? Hospital workers. OK, les travailleurs des hôpitaux qui ont fait grève. Also CUPE. Qui sont aussi avec le SCFP. And they defied. Ils ont aussi défié la loi spéciale. And it was that close to a British Columbia general strike. Et ça a passé très, très proche d'une grève générale en Colombie-Britannique, en fait. But there was a backroom sellout deal by the BC Federation of Labour. Mais malheureusement, il y a eu un compromis en dessous de la table par la Fédération du travail de Colombie-Britannique. And then the following year, 2005, et ensuite, l'année d'après, en 2005, the teachers went on strike. C'est les enseignants qui sont allés en grève. And the teachers had learned from all of these previous struggles. Et les enseignants avaient appris de toutes ces luttes des années d'avant. And they didn't want to get sold out like the hospital workers did. Et ils ne voulaient pas se faire jouer dans le dos comme les travailleurs des hôpitaux l'avaient vécu. So they said they were going out on strike and they weren't coming back until there was a referendum vote of all of the teachers. Donc, ils se sont dit, on s'en va en grève et on ne va pas retourner au travail jusqu'à temps qu'il y ait un vote de tous les enseignants. And no backroom deals. Et pas d'entente secrète. And then when they were legislated back, they were on a legal strike and there was massive solidarity strikes as well. Et eux aussi, ils ont subi une loi spéciale, ils ont défié la loi spéciale et il y a eu des manifestations massives en solidarité. Now, this made the government think. Alors là, le gouvernement s'est mis à réfléchir. And come 2006, the economy was improving in British Columbia. Et rendu en 2006, l'économie en Colombie-Britannique s'améliorait. And the capitalists were getting a little bit worried about all of this revolutionary class struggle. Et les capitalistes commençaient à avoir peur là, qu'il y avait beaucoup de luttes de classe révolutionnaires dans leur province. And the Olympics were coming up, the Vancouver Olympics. Puis il y avait les Olympiques d'hiver de Vancouver qui approchaient à ce moment-là. So the capitalists told the government, stop with the class war. Donc, c'est les capitalistes qui ont dit au gouvernement, OK, là, on va se calmer avec la lutte, la guerre de classe. And then they signed collective agreements with big signing bonuses, a healthy wage increase, and no back-to-work legislation. Alors, ils ont accepté de signer des bonnes conventions collectives avec des bons bonus à la signature, des vraies augmentations de salaire et pas de loi spéciale. But it took people standing up and saying no and defying this back-to-work legislation. Mais pour se rendre là, ça a pris que des gens se lèvent debout et disent non aux lois de retour au travail. But now it's become like knee-jerk. There's no right to strike in Canada anymore, or Quebec. Mais maintenant, aujourd'hui, au Québec, au Canada, c'est vraiment juste une réaction à ces lois spéciales-là. Il n'y a pas de vrai droit de grève. Yeah. You only have the right to strike if your strike is not very effective. Le seul moment où tu as le droit de faire une grève, c'est si ta grève ne fonctionne pas trop. As soon as your strike starts winning, then they bring in the government. Dès que la grève commence à gagner, là, ils appellent le gouvernement. Which actually makes every strike a political struggle. Et ça transforme chaque grève en lutte politique.
Because you're not just fighting the capitalist, you're fighting the state. Parce que là, on ne fait plus juste se battre contre un capitaliste, mais contre l'État. And this is going to continue until somebody defies. Et ça va continuer jusqu'à temps que quelqu'un défie la loi. As long as they feel as that they can use back-to-work legislation with impunity, they'll use it again and again and again. Tant qu'ils pensent qu'ils sont capables de s'en tirer sans problème avec ce genre de loi, ils vont continuer à l'utiliser encore et encore. So someone, somewhere is going to have to step up and fight. Donc, il faut que quelqu'un, à quelque part, se lève et se batte. And we had, when we defied back-to-work legislation, we had no idea that anybody was coming to support us. Et nous, Alex, quand ils ont défié la loi spéciale, il n'y avait aucune idée que des gens allaient venir les supporter. I've heard a lot of trade unionists, oh, what guarantee can you give me that people will support us? J'ai entendu beaucoup de militants dans le mouvement syndical qui disaient « Ah, mais il n'y a pas de garantie qu'on va avoir du support, etc. » There's no guarantee. C'est vrai, il n'y a pas de garantie. You know, if you want a guarantee, buy a fridge or something. Si tu veux avoir une garantie, achète un frigo ou quelque chose de même qui vient avec une garantie. But I can guarantee you that working class people are sick of this. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que les travailleurs, les travailleuses sont tannés de toute cette histoire. And any workers that show courage and any leadership that shows courage will have wide-scale, enthusiastic support. Et c'est clair que n'importe quel travailleur qui a du courage, n'importe quelle direction qui montre du courage va avoir une tonne de support. But you must have courage to take the movement to the end. Mais il faut mobiliser et dire qu'on va se rendre jusqu'au bout. And spread the movement and escalate the movement. Et il faut répandre le mouvement, il faut escalader les moyens de pression. And denounce the government for violating democracy. Il faut dénoncer le gouvernement qui fait des mesures antidémocratiques. And then you can beat back this back-to-work legislation. Et avec ça, on va pouvoir renverser ces lois spéciales. And make them think twice before they ever use it again. Et ils vont devoir penser à 2 fois avant d'essayer de les réutiliser une autre fois. Thank you. Merci. Thank you, Alex. Hey, merci beaucoup pour partager ton expérience super intéressante. Thanks, Alex. J'ai personne d'autre sur le tour de parole. Donc, Julien a fait une excellente présentation, puis Alex nous a rapporté son expérience en Colombie-Britannique. Donc, je suis sûre que les gens ont des opinions là-dessus. Au moins, soyez pas gênés, levez la main. Ça n'a pas besoin d'être aussi long que les interventions qui ont précédé, même si c'est des petites questions, des choses, des pensées que vous avez, que vous voulez partager avec nous. Utilisez la fonctionnalité, puis je vais vous démuter. Ça me dérange pas de laisser planer le silence un peu. Oui, Véronique, vas-y. Allô? M'entendez? Oui, on t'entend. Excellent call. Moi, j'aimerais ça être là, mais je suis infirmière puis je travaille demain matin à 7 heures. J'ai vraiment le goût d'être là. Moi, ça fait 1 an que j'ai le goût d'aller au port de Montréal parce que c'est là qu'il faut bloquer les choses. Fait que c'est comme vraiment, en tout cas. Moi, ma question aussi dans tout ça, c'est difficile de mobiliser les gens, tu sais. Et je sais que, comme Julien disait, on attend juste le call, mais c'est qui va le faire, le call? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça aussi qui est... Oui, mais c'est tellement... En tout cas... C'est très... Tout est déchirant ces temps-ci. En tout cas, c'est très tendu, mais lâchez pas. On essaie de... Je vais passer le message. En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. J'irais te rejoindre, mais je pourrais pas. Bonne chance. Lâchez pas. Merci. Merci beaucoup, Véronique, pour ta question et tes mots d'encouragement. Donc, après ça, j'avais Manuel. S'il y a d'autres mondes, je n'ai pas, là. Ouais, ma connexion a l'air de rusher comme vraiment hard, fait que je sais pas si vous m'entendez bien. Si ça coupe, comme dites-moi là pour que j'arrête de parler comme ça, comme un cadre. Ouais, fait que la lutte contre les lois spéciales, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Je travaille à la STM. Je suis un technicien qui est syndiqué avec le STFP. Fait que toute ma solidarité avec les confrères du STFP du 375, je vous regarde aller. Puis vous avez mon soutien.
Par rapport à ma situation, ben, vous savez comment que ça se passe dans le public. Hein? Si en théorie, ben, on est supposé avoir le droit de grève, ben, comme n'importe quel syndiqué, ben, dans les faits, ben, on ne l'a pas. Peut-être que Véronique, elle comprend ce que je veux dire, et c'est dans le public aussi. Si on n'est pas simplement empêché à cause de la question des services essentiels, ben, on sait tous que le moment qu'un des syndicats STM part en grève, ben, ça va être on va se faire immédiatement sur une loi spéciale. C'est sûr et certain. Mais il y a un truc quand même qui est intéressant, puis je pense que ça vaut la peine de remonter un peu dans notre histoire. En 1974, Julien l'a mentionné, les gars de l'entretien, qui aujourd'hui c'est le syndicat STM, sont entrés en grève pour ouvrir la convention collective parce qu'ils voulaient indexer les salaires par rapport à l'inflation, qui à l'époque était de 12%. Des fois, on entend parler d'augmenter les salaires par rapport à l'inflation, genre de 2%, mais là, c'était 12%. Puis, parce que les centrales syndicales recommandaient il avait dit qu'ils soutiendraient dans leur démarche. Fait que quand tu as tes centrales derrière toi, ben, tu sais, comme, ça te donne le goût d'aller de l'avant, tu sais. Puis donc, les gars de l'entretien, le premier réflexe de la partie patronale, ben, ça a été d'utiliser les tribunaux, les injonctions, les outrages au tribunal pour les casser. Il y avait des amendes salées, là, je me souviens plus les chiffres, là, mais ça les a quand même pas arrêtés. Puis en fait, les outrages au tribunal, il y en avait tellement que c'était rendu une blague. Genre, c'était tellement commun. Le journal qu'ils vont créer pour l'occasion, qui s'appelle Au bout, qui existe encore aujourd'hui, disait l'auto-outrage, un jour ce sera ton tour. C'était une blague. Au lieu de comme ça a coupé Manu. Il y avait d'autres gens qui étaient en grève. Ah, mais oh là là. Tu je vais enlever ma caméra. Anyway, je suis pas beau ça. C'est mieux? Oui, OK. là, Fait que je sais pas, je t'ai rendu où, mais ouais, fait que les gars de l'entretien sont entrés en grève. Puis ils se sont fait shooter plein d'injonctions de tribunaux, d'outrages, etc. Ils se sont pas laissés faire. Puis au lieu d'abandonner, en fait, ils ont continué, puis ils ont fait des manifs, puis ils ont trouvé des moyens d'élargir la solidarité. Notamment avec d'autres gens qui étaient en grève à l'époque. La United Aircraft, une des grosses grèves de notre histoire aussi. Puis les a soutenus dans leur lutte. Puis ça, je pense, ça joue un rôle énorme, tu sais. Puis malgré que la grève était considérée illégale, le mouvement de solidarité va réussir à faire plier Bourassa à l'époque. Puis c'est l'Assemblée nationale, en fait, qui va forcer la main à Jean Drapeau puis à la partie patronale qui, eux, voulaient pas plier. Fait que les gars d'entretien, ils ont gagné leur bataille, réussi à faire plier le gouvernement, puis ont montré que c'était possible. Et les gains de ces luttes-là ont des répercussions encore jusqu'à aujourd'hui. Et même pour mon local syndical, qui n'existait pas encore en 1974, à moins que je me trompe, là, mais aujourd'hui, comme n'importe qui dans le monde syndical, ben, ces gains-là sont menacés. La peur qui inspire les syndicats vis-à-vis des parties patronales est plus la même. Puis 1974, ça fait quand même un petit bout de ça, hein? Surtout qu'aujourd'hui, dans les faits, ben, on n'a même pas le droit d'utiliser notre moyen de pression le plus efficace, qui est la grève. Donc, si les lois spéciales ne sont pas défiées aujourd'hui, ben, c'est simplement que la question a été remise à plus tard. Ce serait quand même dommage parce que la convergence est crissement bonne, mais bon, hein, c'est des choses qui arrivent, là, écoute. Mais un jour ou l'autre, il va falloir les défier, ces lois-là. Puis la question, en fait, c'est surtout, c'est qui va partir le bal? C'est qui va ouvrir les vannes? Puis la question, c'est aussi, c'est quand? Parce qu'on peut attendre longtemps si on fait rien. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut dire aujourd'hui comme syndicat, dans tous nos syndicats, là, pas juste les débardeurs, tu sais, pour raviver nos traditions militantes et pour sérieusement se préparer à défier toutes les lois spéciales ou les lois en général qui pourraient menacer notre droit démocratique aujourd'hui, mais aussi pour toutes les années qui s'en viennent, parce que c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Merci, Manu. Je ne sais pas si tu avais fini, mais ça a coupé après la pointe de l'iceberg. Je dirais que oui, vu que tu es mis sur mute. Donc, merci beaucoup, Manu. Donc là, après ça, sur le tour de parole, j'avais Vincent. Fait que tu peux y aller, Vincent. Ouais. J'étais allé sa ligne de pitage au port, m'ont dit. Il y a pas mal de débardeurs qui m'ont dit ouais, les boss là, de l'Association des employeurs maritimes, ils sont forts, ils sont puissants, ils ont le syndrome de Dieu, ils se prennent pour un autre, ils sont vraiment forts. Je chantais ce sentiment-là, en fait.
C'est vrai que ben ils ont du cash. Ils ont du cash. C'est du monde qui ont des millions, peut-être des milliards. Ils ont tous les boss derrière eux. Oui. Ils ont les médias derrière eux. Puis là, on vient de le voir, ils ont le gouvernement, le Sénat puis le Parlement derrière eux. C'est vrai, c'est vrai. Puis en plus de ça, c'est peut-être les pires patrons du Québec. Pour vrai, là, c'est vraiment des chiens. Puis c'est dégueulasse les conditions qu'ils imposent aux débardeurs. Des affaires comme travailler dans un truck à 65 degrés Celsius. C'est illégal, ça, au Québec, en tout cas. Mais c'est juridiction fédérale, hein, fait que ça passe pareil. Ou c'est quoi cette affaire-là? T'enlèves un opérateur sur 3, fait que là, on se retrouve tout tassé sur l'heure du lunch dans la cafétéria, puis on se pogne la COVID. Beau moyen de pression, c'est débardeur, ça. Hein? Mais moi, ce que je pense, là, c'est que la réalité, c'est que les patrons, ils ont peur. En fait, je pense qu'ils sont en train de chier dans leur culotte à chaque journée de grève. OK, c'est des... 10 000, 15 000 millions à chaque journée de grève? Ils peuvent pas se permettre que le port arrête. Ces patrons-là, ils ont peur des débardeurs. C'est les débardeurs, en fait, qui sont vraiment forts. Les patrons, l'AM, c'est vraiment comme un animal qui se sent attaqué, en fait, qui est comme dans son coin, là. Fait que là, il sort les griffes, il sort les crocs. Puis c'est pour ça qu'ils ont payé les médias pour faire une campagne de salissage. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la sécurité d'emploi. C'est pour ça qu'ils ont mis les horaires à corps. Ils sont allés quêter une loi spéciale. Parce qu'ils ont peur. C'est ça la réalité. Parce que si les débardeurs puis le patronat ils se battaient à armes égales, chacun pouvant faire ses moyens de pression puis faire une bonne négociation, ben ils perdraient les patrons, puis ils perdraient du cash. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la loi spéciale, parce qu'ils sont faibles en fait, puis qu'ils ont peur. Puis en fait, ce que j'ai trouvé bien intéressant en parlant aussi avec d'autres débardeurs, c'est que je leur demandais, ils font quoi le patronat? Ils font quoi l'AM au port? Moi, la réponse qu'on m'a donnée, c'est qu'ils font pas grand-chose. Ils sont dans leur petite bâtisse, puis ils vont regarder aller, puis là, oh, celui-là, il est allé pisser 5 minutes de trop. Celui-là, il a checké son sel dans son truck. Fait dans le fond, ils font de la surveillance. Mais le port, il est géré par les débardeurs. C'est les débardeurs qui font tout, de A à Z. Puis Julien, dans sa présentation, il avait cité Karl Marx, en fait, qui disait que pas une ampoule ne brille, pas une roue ne tourne sans la gentille permission de la classe ouvrière. Il faudrait rajouter pas un container ne bouge sans la gentille permission des débardeurs. C'est vrai, ça. Puis, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai seulement pour les débardeurs, en fait. Dans la plupart des shops, ben, les travailleurs eux-mêmes, ils pourraient gérer la shop. Ils n'ont pas besoin du patronat. Puis, tu sais, on me demandait ces lignes de piquetage, c'est quoi ça, des socialistes? Mais c'est quoi vous dites? Ben, moi, je dirais, là, socialiste, c'est de dire les shops peuvent être gérés par les travailleurs eux-mêmes. Une vraie démocratie sur ton milieu de travail. Le syndicat, là, le CFP 375, pourrait gérer le port lui-même, démocratiquement, avec ses assemblées, avec son exec. Et le port irait bien mieux. C'est ça qu'on pense, les socialistes. Puis, dernière chose, je pense que ce que le patronat a vraiment peur, en fait, c'est que les débardeurs défient la loi spéciale. Ça les fait peur, parce que les débardeurs pourraient la défier. Ça entraînerait un mouvement de masse. Tu aurais tous les syndicats derrière, parce que les débardeurs ne sont pas seuls. C'est ça qui fait vraiment peur au patronat, puis aussi au boss des patrons, le gouvernement Trudeau. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Donc, après toi, j'avais Calvin. Tu as d'autres mondes aussi, je n'hésite pas. Alors, bonjour. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça fonctionne? Oui. OK, parfait. Alors oui, moi, je suis Calvin, je suis syndiqué avec STT, OSS Animation, affilié avec CSN. Je suis aussi membre de la riposte. Et on est un très petit syndicat à OSS Animation. On est le premier syndicat d'animation au Québec et au Canada. Et on voit la lutte des débardeurs, tous les autres plus grands syndicats, des autres personnes parlées. Et comme des... we look up to. On voit ça et on veut le faire nous-mêmes. On est très excités pour ça. Et alors, c'est très excitant de voir comme le courage des débardeurs et beaucoup des mouvements syndicaux qui arrivent maintenant au Québec et maintenant au Canada. Et donc, je veux parler quand on parle beaucoup de la public opinion, l'opinion du peuple. Et on voit ça beaucoup avec, quand il y a une grève, il y a toujours des personnes qui disent, oh, ces travailleurs, ils sont privilégiés, oh, ils ont déjà de bonnes conditions, pourquoi ils se font tout ça? Et alors, moi, la vérité est
quand les syndiqués vont en grève, les travailleurs vont en grève pour améliorer leur situation, ça aide tous les travailleurs au Québec, tous les travailleurs au Canada, syndiqués ou non, c'est un gain pour tout le monde quand ça arrive. Et ça, c'est pourquoi on doit apprendre des personnes. Et que c'est pas comme des privilégiés qui vont juste en grève parce qu'ils veulent. Ça, c'est des vraies choses qui arrivent, qui sont très importantes pour des personnes. Et honnêtement, c'est pas le but le but, c'est de gagner. C'est pas toujours, on peut pas comme tout le monde, convaincre tout le monde que c'est quoi on veut, mais quoi on voit à l'instance, on a beaucoup de personnes qui vous soutiennent. Moi, je soutiens mes collègues vous soutiennent quand je parle de ce qui arrive au port. Et alors, c'est très, très impressionnant et j'ai de courage avec vous. J'aime tellement de courage que vous avez montré déjà et j'espère que ça arrive avec un gain pour vous autres. Et merci. Merci beaucoup, Calvin. Donc, après ça, j'avais Véronique, à nouveau, qui avait levé la main. S'il y a d'autres gens, comme la liste des tours de parole est encore ouverte. Donc, si vous avez des petites questions, des commentaires, peut-être même des désaccords, je n'hésite pas. On est ouvert à la discussion avec tous. En fait, moi, je suis syndiquée avec la FIC. On est 77 000 membres, je pense. On a un gros passé de trahison syndicale. Ma question, c'est est-ce qu'on peut croire que les grandes centrales syndicales peuvent être leaders d'une lutte, t'sais? Je ne sais pas pour vous autres. Moi, j'ai l'impression que les syndicats sont à refaire parce qu'on n'est plus dans le par et pour, là, on n'est plus dans l'essence d'un syndicat pour moi. Je trouve ça inquiétant aussi. Peut-être qu'il faut envisager de sortir de la marge puis d'aller en lutte sans les syndicats. Je sais que c'est tough, mais on est devant un portrait, en tout cas pour nous, assez corporatif. Fait que c'est ça que je voulais dire. C'est ça ma question dans le fond, là. Merci beaucoup, Véronique, pour ta question. C'est une excellente question. Donc, j'ai Hélène ensuite qui a levé la main. Donc, tu peux y aller. Oui, merci beaucoup, Tefa. Merci à tout le monde. Je trouve que c'est vraiment super inspirant. Le 1er mai, je reviens de la manif. Je suis fatiguée, mais là, ça me donne beaucoup d'énergie. Écoute, moi, peut-être j'aimerais ça un peu adresser la question de Véronique. Puis j'ai l'impression que ton sentiment que tu veux faire de quoi dans ton syndicat, puis j'ai l'impression que la question de la mobilisation, c'est quelque chose que j'entends souvent quand je discute avec des militants, des syndicalistes de plancher, puis moi, je comprends ça, puis je comprends aussi que des fois, ça peut être un peu décourageant. On a l'impression que, des fois, on a l'impression d'être les seuls à vouloir faire de quoi, puis mais je pense que quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, particulièrement l'histoire du mouvement ouvrier au Québec, on peut voir en fait que des fois, les choses peuvent changer, puis des fois, les choses peuvent nous surprendre. Puis la question des syndicats, moi, je pense que les syndicats, c'est un moyen absolument puissant, en fait, pour mobiliser en masse la classe ouvrière, puis entrer en lutte, puis faire des gains importants, puis ultimement renverser les choses. Les syndicats, c'est un outil, c'est une arme puissante. Et la question, c'est, OK, mais comment se servir de cette arme-là pour l'amener à avoir un rôle important puis renverser la dictature du patronat puis leur maudite loi spéciale? Comment on fait ça? Puis dans l'histoire du mouvement ouvrier au Québec, il y a un syndicat qui a déjà subi une énorme transformation. Il y a un syndicat qui a été créé à la base pour jouer, en fait, le rôle des patrons, pour être le marteau du patronat sur la classe ouvrière, un rôle hyper réactionnaire. C'est la CSN. Au départ, la CSN, c'est un syndicat catholique qui était là pour garder les bons travailleurs canadiens et français soumis aux patrons. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'à travers des années, des décennies de lutte, la CSN s'est transformée en un des syndicats les plus révolutionnaires qu'on a eu, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais en Amérique du Nord. Une des plus grandes centrales hyper radicales. Dans les années 70, la CSN, la FTQ puis la CSQ, qui est l'ancêtre de la CSQ, ont tous sorti des manifestes radicaux qui appelaient quoi? Qui décrivaient l'exploitation capitaliste, qui disaient que l'État
dans notre société capitaliste, était au service du patronat. C'était le rouage de l'exploitation des travailleurs. Des manifestes très radicales qui appelaient à renverser le capitalisme, qui appellent à établir une société socialiste par et pour la classe ouvrière. Et c'est fascinant parce que si on s'était mis peut-être dans les années 50, on aurait pu se dire, ah ouais, mais est-ce que le mouvement ouvrier québécois va vraiment être capable de changer les choses? Est-ce que les syndicats sont les bons véhicules? Puis ce qu'on a vu, c'est que en quelques années, quelques décennies, les choses ont changé. Puis ensuite, on a eu la fameuse grève générale de 1972 au Québec. Moi, personnellement, quand je veux me motiver, je vais relire sur l'histoire de la grève du Front commun. D'ailleurs, peut-être mentionné, là, grève du Front commun, les grandes centrales syndicales s'unissent. C'était d'abord, au départ, les travailleurs du secteur public, mais ensuite, on a vu les travailleurs du secteur privé embarquer. Puis, au départ, ils ont fait une journée de grève. Une seule journée de grève. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement de Robert Bourassa a mis des injonctions hyper salées sur les travailleurs les plus précaires, en fait, les travailleurs des hôpitaux les plus précaires. Ça, c'est une tactique du patronat, une tactique du gouvernement de s'attaquer aux plus opprimés, souvent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le mouvement syndical a embarqué parce qu'il y avait une direction très combative aussi. Ils ont embarqué et on a déclenché une grève illimitée. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement a sorti la loi 19, la fameuse loi 19, qui est une énorme loi de retour au travail avec des énormes amendes salées et évidemment des peines d'emprisonnement, tout le kit. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ce qu'on a vu, en fait, c'est que ça n'a pas arrêté le mouvement, en fait. Puis qu'est-ce que le gouvernement a fait? D'aller chercher les leaders syndicaux, ils ont mis en prison. Et ce que Alex disait tantôt, là, créer des martyrs, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les attaques vicieuses du gouvernement, l'emprisonnement des dirigeants syndicaux, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis le mouvement de la grève générale de 72 a fait un pas gigantesque après ça, en fait. Quand les travailleurs ont dit, ça suffit, on sort, on défie la loi. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, la grève était assez limitée au secteur public, puis elle a pris de l'expansion avec ça. Parce que ça a été la goutte de trop qui a amené des travailleurs du secteur privé à entrer en grève. Même dans certains endroits, la police arrivait pour essayer de réprimer les manifestants. Puis tout ce que ça faisait, c'était enrager d'autres secteurs, d'autres usines, d'autres entreprises qui partaient en grève. Et donc là, à un moment donné, la police a dû faire « Oh, wait, on va se calmer parce que ça faisait juste augmenter la pression de la grève. » Et au final, on peut regarder, si on regarde un peu on prend du recul et regarde la grève de 72. Si c'était pas que le mouvement ouvrier que les syndicats avaient défié la loi spéciale, il y a eu beaucoup de gains là, de la grève de 72, ben, on n'aurait pas eu ces gains-là. Puis aujourd'hui encore, quand on regarde un peu l'histoire de tous ces moments-là dans l'histoire de la classe ouvrière au Québec, les acquis qu'on a en ce moment, qu'on se bat pour défendre, c'est des acquis qui ont été gagnés parce qu'à un moment donné, on a dit ça suffit. La légalité, ça veut pas dire la justice. La légalité, c'est la loi pour qui? Pour les patrons. Puis à un moment donné, si on veut avoir gain de cause, si on veut défendre nos droits, il va falloir qu'on mette notre pied à terre. T'sais. Puis, tu sais, quand on regarde aujourd'hui, on peut être un peu cynique des fois quand on se dit est-ce qu'on va être capable de mobiliser ben les travailleurs, tout ça pour changer les choses. Tu sais, on dirait peut-être qu'on peut se dire que dans notre milieu de travail, il n'y a pas énormément de combativité, tout ça. Tu sais. Mais je pense que quand on regarde un peu l'histoire, on peut voir que les choses peuvent changer très rapidement. Puis même en fait. Même pendant la grève de 72, au moment où le gouvernement de Bourassa avait sorti la loi 19, les dirigeants syndicaux, les dirigeants des 3 centrales syndicales avaient recommandé à leurs membres de ne pas défier. Puis ils s'étaient justifiés en disant on pense pas que le mouvement est prêt, on pense pas que ça va lever, on pense pas que c'est assez, on n'est pas rendu là, tu sais. C'est des choses qu'on entend souvent aujourd'hui. On a l'impression qu'on regarde, tu sais, sur l'apparence, sur la surface des choses, on peut penser que il n'y a pas beaucoup de combativité, tout ça, mais sous la surface, il y a de la colère qui s'accumule. La colère qui s'accumule chez les infirmières, de la colère qui s'accumule chez les enseignants, chez les débardeurs, chez différents secteurs de la classe ouvrière. Puis aujourd'hui, même encore plus que jamais, dans le contexte de la crise sanitaire, dans le contexte de la crise économique, dans le contexte où il y a des gens qui ont de la misère à se trouver un logement, il y a des sans-abri qui dorment dans la rue, où on a une crise mondiale climatique, où il y a du racisme puis de la brutalité policière partout. Il y a plein d'enjeux, en fait, de plus en plus qui font accumuler la colère chez bien des travailleurs. Puis la journée où est-ce qu'on va dire non, ça suffit, puis on y va, moi, je pense qu'on peut être vraiment optimiste, en fait, qu'on va pouvoir changer les choses. Fait que
ouais, c'est ce que j'avais à dire. Je pense qu'on faut faire attention de pas voir, de pas prendre une espèce de photo de ce qu'on a en ce moment puis se dire que les choses peuvent pas changer. Évidemment, ça prend du travail, puis c'est pour ça que moi, je m'implique à la riposte syndicale parce que je pense que c'est en construisant à la base des militants qui sont outillés aussi, éduqués à l'histoire de la classe ouvrière, à l'histoire des grands combats syndicaux, qui sont là pour parler puis dire « OK, on est capable, on peut y aller, on est fort, on est puissant, il faut juste qu'on se décide de marcher puis d'aller en avant. » Mais je pense que si on construit ça à la base, moi, j'ai confiance que les choses peuvent changer au Québec, au Canada, puis ailleurs, évidemment. Merci beaucoup, Hélène, pour ta contribution très intéressante. Donc, après ça, j'avais Cédric Brisson, suivi de Simon. Puis Véronique, j'étais en deuxième tour de parole, mais je priorise les premiers tours. Fait que vas-y, Cédric. Ça va être, premièrement, est-ce que vous m'entendez sur le sens du monde? Ma question va être assez rapide. Je vais demander, d'un point de vue légal, s'il y a un historique de contestation des amendes, dans le fond, que les travailleurs se font donner quand ils brisent la règle, puis tout ça. Est-ce qu'il y a de quoi légalement qui existe pour se battre contre ça? Puis est-ce que historiquement, il y a un passé de se battre contre ça qu'on peut utiliser suite à ça? Merci beaucoup, Cédric. C'est une excellente question. Donc, là, je vais donner la parole à Simon. Merci des fois. Je ne vais pas parler longtemps, mais peut-être avant, je peux répondre à Cédric. Là, je ne suis pas au courant de tous les détails, mais de ce que je me rappelle, en 2012, en fait, il y a eu une loi spéciale. C'est un peu différent. C'est pas une loi spéciale contre une grève de travailleurs, mais c'était quand même c'était des lois pour empêcher les manifestations, ce genre de choses. Moi, j'étais trop jeune pour participer, mais je regardais ça depuis mon école secondaire. Puis en fait, les années d'après, cette loi-là a été invalidée. Les lois là, sur l'affaire de port de masque dans des manifs, puis toutes sortes d'autres affaires qui rendaient les manifs supposément illégales. C'était vraiment une atteinte au droit démocratique de manifester. Puis beaucoup de gens qui ont eu des amendes à cause de ces lois-là, ils n'ont pas eu besoin de les payer. Puis il y a eu des recours collectifs. En fait, mon beau-frère il a participé au mouvement, puis il y a eu des amendes salées, puis il n'y a pas longtemps, il a fait partie d'un recours collectif, puis il a reçu de l'argent, parce que c'était pas légal, c'était inconstitutionnel. Puis c'est la même chose, par exemple, un peu différent, mais les postiers ont eu une loi spéciale à peu près 2 ans, puis elle a été reconnue inconstitutionnelle, éventuellement, si je me trompe pas. Puis là, il l'avait pas défié, fait qu'il n'y a pas eu d'amende, mais si tu reçois une amende pour une loi qui n'avait pas lieu d'être, ton amende est annulée. C'est sûr que ça prend du temps, puis ton loyer, lui, il ne va pas attendre 2 ans que ton amende se fasse annuler, mais c'est pour ça qu'on a besoin de solidarité intersyndicale. Puis il faut qu'on défie dans le moment avec l'appui des autres syndicats, puis éventuellement, on va avoir gain de cause au niveau juridique aussi, mais il faut commencer par défier. En tout cas, j'espère que ça donne un peu des éléments, là, mais il y aurait sûrement d'autres affaires. Mais ce que j'allais dire, d'abord, deux petites affaires. Premièrement, je suis allé sur les piquets de grève, moi aussi, la semaine dernière. Puis j'ai parlé beaucoup à des débardeurs là-bas, puis aussi sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vraiment aimé ça. Là, c'était vraiment cool de voir la combativité des travailleurs en lutte. Puis tu sais, moi, je suis encore aux études, puis genre, mes yeux sont tournés vers le mouvement ouvrier parce que je pense, comme Vincent l'a dit, les travailleurs, c'est eux qui font rouler la société. Puis s'ils veulent pas que la société roule, ils peuvent l'empêcher. Puis c'est vraiment important, le mouvement ouvrier dans notre société. Puis j'ai vraiment aimé ça, aller parler avec vous. Puis j'ai trouvé que votre attitude était vraiment combative puis militante. Puis tu sais, j'ai vraiment aimé l'intervention de Gab tantôt, qui a dit que tu sais, on va pas se laisser faire, puis on va aller jusqu'au bout. Puis j'aime ça que, tu sais, jusqu'à la dernière minute avant ton shift, tu tiennes ta pancarte. Je trouve que c'est vraiment un beau symbole. C'est ça. Puis, mais là, il y a un peu la question de, quelques personnes ont mentionné, OK, mais là, tu sais, ça prend juste une personne qui défie la loi spéciale, puis on va être correct, tu sais. Puis, je suis tout à fait d'accord, mais je veux ajouter, ça veut pas dire qu'on est dans une attitude d'attendre, genre. Tu sais, qu'on attend que quelqu'un défie la loi, puis enfin, quelqu'un va la défier, puis ça va être correct, tu sais. D'ici là, on a des choses à faire. Puis si vous êtes dans un syndicat, vous pouvez parler avec vos collègues de ces idées-là. Puis dire, moi, je pense que les lois spéciales, ça n'a vraiment pas de bon sens, mais il faut que quelqu'un fasse quelque chose, tu sais, puis d'en discuter. Si vous êtes, c'est ça, dans votre syndicat, ou si vous êtes même un travailleur non syndiqué, mais vous êtes en contact avec d'autres militants, si vous êtes dans des syndicats étudiants, etc., c'est important qu'on propage ces idées-là. Puis des événements comme ce soir, c'est à ça que ça sert, mais ça ne se termine pas une fois qu'on ferme le Zoom. Le but, c'est de discuter de ces idées-là. Avec la riposte syndicale, à un moment donné, on avait écrit une résolution modèle. Je n'arrivais pas à la trouver.
mais on pourrait vous l'envoyer si vous le demandez, pour justement défier les lois spéciales. C'est des résolutions que vous pouvez adopter dans votre syndicat pour dire, ben nous, notre convention collective, là, elle vient à échéance dans quelques semaines. C'est certain qu'éventuellement, on va aller en grève parce que les patrons, ils veulent pas négocier. Puis, c'est certain qu'on va avoir une loi spéciale. Bon, mais on ne veut pas se faire prendre par surprise. Parce que quand tu te fais prendre par surprise par cette loi-là puis tu n'as pas de plan, c'est sûr que c'est bien plus difficile de défier. Mais si tu planifies à l'avance, si tu as adopté des résolutions, si tu as adopté un plan, puis l'exécutif dit parfait, les gens ont voté, c'est ça qu'on va faire, ben le plan va se faire puis on va gagner. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Fait qu'il faut tout de suite commencer à en parler. J'ai parlé tantôt à la manif du 1er mai à un délégué syndical dans la construction, un vitrier. Puis il me disait, c'est ça, la convention collective est terminée. Puis eux autres, dans la construction, c'est encore plus difficile. Là. Il y a toutes sortes de clauses légales qui rendent vraiment difficile leur mobilisation. Puis il était d'accord avec moi, il faut commencer à y penser tout de suite, parce que sinon, il va être trop tard quand ça va être le temps de faire quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la discussion. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis rentrez en contact avec quelqu'un dans la riposte syndicale ou avec moi, whatever. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Simon Berger. Puis on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, commencer à bâtir cette solidarité-là, puis à se préparer, puis à être plus nombreux pour que quand c'est le moment, on peut se faire de quoi, tu sais. Puis juste terminer vraiment vite. Là, j'ai l'air de parler de d'autres choses comme si c'était terminé les débardeurs, mais c'est pas terminé parce que la convention collective n'est pas signée, là. Fait que ça va recommencer à un moment donné. Fait qu'il faut commencer à y penser pour quand on ne va plus être au travail, qu'on va retourner en grève. Fait que c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Simon, pour ton intervention. Donc, j'avais Véronique qui était sur un troisième tour de parole. Donc, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, des commentaires, des préoccupations, intervenez. On veut vous entendre ce que vous avez à dire. Donc, levez la main. Vas-y, Véro. Ben oui, je suis en feu à soir, j'ai plein de choses à dire. Bref, tu sais, pour le milieu infirmier, il y a eu des grosses pertes en 99 d'ancienneté, de toutes sortes de choses que ça a coûté aux infirmières d'être en grève. Et à la dernière minute, c'est les syndicats qui n'ont pas suivi. C'est ça qui est le pire, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, en 2021, moi, je pense que les syndicats pourraient financer ça. Là. On paye depuis, on est beaucoup à payer, puis il y a de l'argent dans les syndicats, puis c'est notre argent. La question est vraiment de s'aligner sur un moment opportun ou de se préparer d'avance. L'urgence que ça se passe est là plus que jamais, selon moi. Puis le temps est optimal là, pour... mais on s'effrite beaucoup, on est super fatigué, en tout cas pour ma part, les profs ont signé tout juste dernièrement là, pour changer 1 piastre pour 4,25 cents. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas de changement significatif. On était en train de se faire comme un peu manipuler puis tout ça. Fait que dans le fond, moi je me demandais si ça serait pas mieux de se préparer pour une date qui s'en viendrait ou essayer de organiser quelque chose au lieu de dire on y va. Tu sais, c'est un peu flou là qu'est-ce que je dis là, mais c'est un peu ça ma pensée là. C'est sûr que si la fille qui garantirait là, notre méthode de nous backer, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sortiraient puis tout ça là. Je sais pas si c'est de la peur ou aussi de l'ignorance de la cause, tout ça. Il y a beaucoup de niveaux de compréhension qui sont différents. Mais je sais qu'il y a d'autres groupes aussi qui essaient de s'organiser. Puis je pense qu'il faudrait s'aligner là-dessus pour vraiment se parler des vraies choses puis de préparer quelque chose. Okay. Merci. Merci. Donc, j'avais personne d'autre sur le tour de parole. Puis on a encore du temps. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler, il y a peut-être des questions à poser. Peut-être des témoignages de travail, de vos luttes. J'ai Samuel Champagne qui a levé la main. Vas-y. Salut. Moi, je suis dans le secteur de la santé à CSN. Là, on a réussi à libérer du monde pour faire des tournées, pour aller chercher des mandats, inviter les gens aux assemblées pour des mandats de grève illimités. Fait que ça va quand même très bien. Puis on voit que les résultats pour les votes
qui ont commencé, ben c'est très positif. Il y a genre 90%, je pense, à l'année d'hier. Fait que, mais tu sais, pour les lois spéciales, oui, c'est vrai qu'il faut vraiment se préparer dès maintenant parce que ça va venir vite. Maintenant, si ça pourrait prendre 2-3 jours que déjà là, on aurait une loi spéciale, genre. Fait que, ouais, je vais vraiment travailler là-dessus. C'est quoi qu'il faut préparer pour être prêt rendu là. C'est sûr, tu sais, la solidarité entre les syndicats aussi, tu sais, si on voit un syndicat qui dit, OK, on va se battre contre la loi spéciale, mais il faut que nous autres, on pousse nos syndicats dans la direction où ils donnent du financement pour les aider, qui passent à travers ça. Si on fait ça, ben là, après ça, les autres vont avoir le goût d'embarquer dans une lutte contre les lois spéciales parce qu'ils vont savoir que le mouvement syndical est prêt à les backer. C'est sûr, ça prend beaucoup de financement, là, fait que ça peut être dur à financer sur le long terme quand même, là. Mais ouais, pense à des manières d'amener ça dans mon syndicat, puis un petit peu partout, là. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Samuel. J'avais oublié de me muter. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Sinon, j'ai encore Véronique, fidèle à l'appel, qui va me faire une contribution. Vas-y. Je veux juste répondre à Samuel. Allô, Samuel. CSN, là, on va se le dire, ils sont vraiment forts, je trouve. Ils sont de feu, puis ils sont en tournée en autobus, puis j'ai l'impression vraiment là, qu'ils sont en avant de tous pour se battre. Puis la FIC aussi a le droit de grève. Je sais qu'ils sont allés le chercher, mais ils l'ont pas offert encore en assemblée. Et ça tarde, je ne sais pourquoi. C'est très gossant ça aussi, mais il y a possibilité de s'organiser puis d'essayer là, de lutter ensemble, Samuel, on s'en reparlera. Merci. Véronique, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Et moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire, une pensée que j'ai eue, une opinion que j'ai, parce que, tu sais, les lois spéciales puis les attaques contre le droit de grève, c'est pas juste une attaque contre le droit de grève, c'est comme une attaque contre, genre, juste contre le syndicat et le fait d'être syndiqué, parce que, tu sais, si on y pense réellement, pourquoi est-ce qu'on est syndiqué? Pourquoi est-ce qu'on paye des cotisations? Ben, c'est pour avoir une représentation puis une négociation collective de tous les travailleurs, que ce soit d'un milieu de travail, d'une industrie, pour qu'on puisse avoir tout le monde des meilleures conditions de travail, au lieu que ce soit négocié individuellement, puis que ben on puisse être mis en compétition les uns contre les autres. Donc, c'est pour avoir des meilleures conditions de travail pour tout le monde, et on vote pour des représentants, on paye des cotisations parce que ça vaut la peine. Puis, l'outil principal qu'on a pour pouvoir avoir ces demandes-là, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire du mouvement ouvrier que du monde se sont dit, ben on va se syndiquer, puis là il y a un comité, comité exécutif syndical qui est allé voir le boss qui a dit, ouais, ben là on est tanné, là, est-ce qu'on peut travailler 8 heures? Puis le boss a dit oui. Non, genre il y a jamais rien qui a été gagné de cette manière-là. Ça a tout le temps dû avoir des luttes et des grèves, et c'était illégal à une certaine époque. Et là ils sont en train de remonter la roue du temps puis essayer de rendre le droit de grève syndical, mais le droit de grève illégal. Mais si le droit de grève est illégal et qu'on perd le moyen principal qu'on a comme travailleurs, comme travailleuses, de genre faire pression sur le patron pour avoir nos demandes, ben le syndicat, il sert plus à rien. C'est juste quelqu'un qui, genre, nous écoute faire nos griefs, puis que il écoute nos demandes, il les amène au patron, le patron dit non, puis là, ils reviennent. Tu sais, c'est comme ça, c'est vraiment une attaque contre le syndicat, puis ça a des résultats vraiment négatifs. Là. Je ne sais pas si vous avez, sûrement, là, si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à l'actualité syndicale, c'est qu'il y a la Banque Laurentienne qui a été désyndicalisée récemment. Puis moi, à la Journée internationale des femmes, pas cette année, mais l'année passée, j'ai participé à une activité de mon syndicat, là, le SEPB, pour la Journée internationale des femmes. Puis il y avait plein de monde de la Banque Laurentienne, justement, qui était là parce qu'ils venaient de finir il venait de signer une convention collective qui était complètement terrible, qui donnait carte blanche au patronat, puis la moitié de l'exécutif s'était fait abolir leur poste suite à l'adoption de cette convention collective-là. Tout le monde, tu sais, le moral était à terre.
Puis là, maintenant, je dirais pas sans surprise, parce que c'est pas toujours ça qui arrive, mais maintenant, ils ont voté à majorité pour se faire désyndicaliser. Ben, pourquoi? Parce que le syndicat, les gens payent une cotisation, les gens élisent des représentants, puis ces représentants-là, ils sont pas là juste pour représenter comme dans le vide, abstraitement, sans objectif. Ces gens-là, leur job, c'est de, lutter pour améliorer les conditions de travail des travailleurs, Puis s'ils sont pas capables de le faire, je pense que c'est quelque chose aussi que dans le mouvement ouvrier, c'est comme, oui, notre exécutif fait pas tout le temps ce qu'on veut, mais comme ces exécutifs-là, c'est pas un roi, là, comme, il est supposé nous représenter, puis dans les assemblées et tout ça, on doit les tenir responsables de ce qu'ils font. C'est comme, mais alors, si on n'est pas prêt à défier les lois sociales, c'est quoi leur plan pour pour que le patron nous réponde aux demandes et aux revendications qu'on met de l'avant? Puis sinon, il faut que nous, les travailleurs de la base, on s'organise puis qu'on puisse comme proposer une opposition ou un remplacement à ces gens-là, parce que si on peut pas les remplacer, on peut pas éviter le syndicat carrément pour comme ça a quand même besoin d'être fait, ce processus de négociation-là, puis de gagner des luttes ouvrières. Fait que, ouais, excusez, c'est comme un peu un rant, mais j'espère que ça faisait du sens, là. Véronique, j'ai-tu vu ta main encore? OK, c'est correct, c'est beau, tu peux parler, je vais arrêter. Puis s'il y a d'autres mondes qui veulent intervenir, levez la main, s'il vous plaît. Je veux juste te répondre à toi, Tefa, dans le fond, c'est justement ça le problème, c'est qu'on est censuré beaucoup par le syndicat, c'est tout, il faut aller se réapproprier le syndicat, en tout cas pour ma part, je pense que c'est le cas pour plusieurs secteurs aussi, où c'est que les syndicats se battent à demi peut-être, ou font juste Pour nous, on a même une entente de principe qu'on n'a même pas choisi, c'est même pas nos enjeux qui ont été... c'est hyper difficile, mais je pense que on a le goût de s'associer, puis tout ça, il est fort encore, puis c'est ça qu'il faut aller fermenter et aller chercher nos affaires. Bien hâte de voir la suite, en tout cas. C'est beau, j'ai fini. Merci, Véronique. Donc, j'avais personne d'autre sur le tour de parole. Je vais faire comme un last call. On a quand même un peu de temps pour prendre d'autres interventions, des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dernières pensées ou des mots, des contributions? Non? Sinon, je redonnerai la parole à Julien pour le mot de la fin. Puis, partez pas en passant après la conclusion à Julien, parce qu'après ça, on va faire des breakout rooms. Normalement, quand on faisait des événements en personne avant la COVID, on allait prendre une bière après pour continuer à jaser de manière plus informelle. Mais là, vu qu'on peut pas faire ça, on va vous mettre dans des petits groupes de 4-5 personnes, puis on peut comme continuer de jaser sans nécessairement que ce soit comme dans ce format-là. Fait que partez pas. All right. Merci tout le monde pour la discussion. Je pense que c'était vraiment intéressant. Puis je veux juste faire une couple de remarques sur ce qui a été dit. Hélène a mentionné la lutte du Front commun de 1972. Puis quand les chefs syndicaux ont été mis en prison au mois de mai 72, qui a été parmi les premiers, sinon, moi j'ai vu certaines sources qui ont dit les premiers à sortir en grève sauvage contre l'emprisonnement des leaders syndicaux, c'est les débardeurs de Montréal, Québec et Trois-Rivières. Puis la grève des débardeurs a duré 52 jours suite à l'emprisonnement des leaders syndicaux. Fait qu'il y a une tradition de lutte en général et aussi en particulier chez les débardeurs qu'il faut faire revivre. La question de Cédric, je pense qu'elle a été adressée en partie par Simon. J'aurais pas grand-chose à rajouter. Je pense que 2012, c'est un bon exemple où des amendes ont été annulées par la suite suite à toutes sortes de contestations, des lois anti-grève, anti-manif qui avaient été implantées en 2012-2013. C'est un bon précédent, je crois, pour ça. Mais sinon, les autres questions et commentaires qui sont sortis, je pense, tournent tous pas mal autour du même thème. Il y a Gab, merci beaucoup pour ton intervention, Gab. C'est super intéressant que tu t'amènes ton grain de sel à la discussion. Véro aussi a fait quelques interventions. Qui va caler la shot pour défier des lois spéciales? Puis Gab a mentionné quelque chose comme on peut pas le faire contre l'exec qui a décidé de pas agir de la sorte en ce moment.
Puis il y a une vérité là-dedans, c'est que il y a un rôle extrêmement important dans le mouvement syndical pour le leadership. Il faut un leadership syndical qui montre la voie à suivre. Puis effectivement, un petit groupe de 5, 10, 15, 30 personnes comme dans Zoom en ce moment, ou 40 comme tantôt au pic, peut pas mener une révolution contre le reste du mouvement syndical. Puis je pense que la perspective qu'on a à la riposte syndicale, c'est de justement transformer de A à Z le mouvement syndical. Puis ça prend du temps faire ça. Puis effectivement, si l'exec appelle à respecter la loi spéciale, pour l'instant, ben une petite minorité peut pas se substituer à cette décision-là, tu sais, ou essayer de contrer cette décision-là qui a déjà été prise. Mais donc, il y a une nécessité d'avoir cette discussion-là sur comment défier les lois spéciales, comment, en fait, plus précisément que ça, sur la nécessité de se préparer à l'avance à défier les lois spéciales, que les syndicats aient un plan pour le faire. Faut que cette discussion-là ait lieu à travers le mouvement ouvrier. Puis il faut à l'avance, mais unir les militants qui veulent amener cette perspective-là dans le mouvement, travailler ensemble dans les différents syndicats pour amener cette perspective-là, la nécessité d'un plan pour défier les lois spéciales. Puis nous, à la riposte syndicale, ben c'est ça qu'on essaie de faire. Simon a fait allusion à quelque chose. Nos camarades ontariens on participe à cet effort-là. Nos camarades de Labour Fight Back en Ontario ont présenté dans plusieurs syndicats des résolutions qui en appellent aux syndicats à se établir un plan concret de comment défier des lois spéciales. Puis il y a une de ces résolutions-là qui a passé au congrès de 2019 de la Ontario Federation of Labour, qui est l'équivalent de la FTQ à peu près, si on veut, en Ontario. Donc, ça a passé dans un congrès de la OFL, l'idée de se préparer à l'avance à défier les lois spéciales et avoir un plan concret pour le faire. Puis je pense que c'est une discussion, il est plus que temps qu'on ait cette discussion-là dans le mouvement syndical québécois, parce que c'est l'éléphant dans la pièce de chaque grève. Puis je suis d'accord avec les commentaires de Samuel qu'il faut se préparer dès maintenant. Puis justement, aller dans les grèves avec les yeux ouverts, savoir que ça va venir, que c'est une option qui est toujours sur la table pour les boss puis leur gouvernement, puis avoir un plan sur comment on peut concrètement amasser des fonds, mobiliser les travailleurs qui sont pas dans le syndicat concerné et défier ces lois-là. Puis j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Alex sur ce qui s'est passé au BC. Je pense que c'était extrêmement inspirant. Puis c'est des choses qui peuvent être refaites. On l'a fait par le passé, on peut le refaire. Puis c'est ça la perspective qu'il faut amener dans le mouvement syndical. Puis comme je l'ai dit, ça va prendre du temps. Pour ce qui est de l'appel spécifique de Gab, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est faisable à ce stade-ci demain matin, surtout si l'exec a ouvertement dit on rentre travailler demain. C'est quelque chose à faire attention. Je pense que le travail à faire en ce moment, c'est unir les militants qui sont d'accord avec cette perspective-là, puis travailler à révolutionner nos syndicats pour que et mettre la pression aussi sur les exécutifs existants dans les syndicats pour qu'ils se préparent à défier ces lois-là. Ça, c'est le genre de truc qui devrait être fait dès aujourd'hui. De mettre la pression, de dire, hey, on est des dizaines, on est des centaines dans le syndicat qui pensent que si le call y vient de défier, ben on veut le faire, on va le faire. Donc, il faut, c'est ça, mettre la pression sur les leaderships syndicaux existants, puis se préparer aussi à mettre en place des dirigeants qui seraient prêts à aller jusqu'au bout. Je pense que c'est ça la perspective qui se présente pour le mouvement. Puis c'est ça, la lutte des débardeurs, elle n'est pas nécessairement terminée. Puis effectivement, on est face à un boss qui veut rien savoir. Et je pense il est plus que temps qu'on s'arme de cette perspective-là. Les boss, là, ça fait plein de fois qu'ils le montrent. Puis les gouvernements, jusqu'où ils sont prêts à aller pour nous faire taire. Fait qu'il faut dès aujourd'hui se préparer à ça. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Puis vraiment, si cet appel-là à transformer le mouvement syndical vous intéresse, je pense que le travail à faire, c'est un travail patient dans le mouvement, de trouver les autres militants comme nous qui veulent défendre cette perspective-là dans les syndicats existants, de travailler à se doter d'un leadership syndical qui veut aller jusqu'au bout. Puis c'est pas un travail facile, ça prend du temps, mais si on trouve ces militants-là partout dans le mouvement, qu'on s'unit à l'avance, on peut changer le mouvement syndical. Donc c'est ça la perspective qu'on offre à la riposte syndicale, avec la perspective ultimement, comme je l'ai dit, de faire revivre les traditions révolutionnaires
et les traditions socialistes du mouvement ouvrier québécois. Fait que je vais m'arrêter là-dessus. La discussion, elle n'est pas finie, en fait. Moi, j'aimerais ça que la discussion, elle commence, en fait. Que dans les syndicats, qu'on retourne dans nos syndicats, puis qu'on amène cette perspective-là d'un plan concret, ici et maintenant, pour défier les lois spéciales. Parce que tout le monde est contre. Tout le monde. Il y a personne dans le mouvement syndical qui est pour les lois spéciales. C'est acquis, ça. Ce qu'il faut faire, c'est comment on peut les défier. C'est ça qui doit être discuté dans le mouvement. Donc, je vous invite à vous joindre à la riposte syndicale si vous voulez participer à cet effort-là dans tous les syndicats et pour faire revivre ces traditions de lutte-là.